Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà nombreux, nombreuses à assister à ce webinaire. On va peut-être attendre encore 3 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance. Comme vous le voyez, c'est un webinaire assez exceptionnel qui concerne un sujet extrêmement large, mais que nous allons tenter de cibler de la manière aussi précise et pragmatique que possible. Avec nos intervenantes que je vais laisser se présenter dans 3 petites minutes. Donc, si vous voulez bien, il est 14h01. On démarre à 14h05 tapante. Et en attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger de nombreux fichiers extrêmement intéressants et qui vous serviront lors des rendez-vous que vous mènerez avec les agents et salariés qui viennent chercher conseil chez vous. C'est donc toujours dans l'onglet « Les fichiers », vous pouvez les télécharger et vous les retrouverez comme d'habitude sur notre site internet, sur notre page « Lire, voir et entendre » qui est, j'en suis assez fière, extrêmement claire et qui vous propose à la fois le replay du webinaire, de nombreux documents et ainsi que des podcasts donc qui vous offrent une vision du sujet grandeur nature. Voilà, donc je vous dis à dans 3 petites minutes. Je me permets de dire à nos intervenantes que vous pouvez tout à fait, entre diverses interventions, mettre, si vous le souhaitez aussi, une question que vous est adressée à l'une ou à l'autre, écrire dans le chat qui est voilà, dans la barre latérale à bavarder et vous pourrez interagir avec nos participants. Alors, aux participants déjà présents au webinaire, le sujet est éminemment présent, j'imagine, dans les entretiens que vous menez avec donc les agents ou salariés qui viennent vous voir. Donc, s'il vous plaît, vraiment, n'hésitez pas à interagir dans le chat, à poser toutes vos questions. Le temps imparti est extrêmement court, c'est pour ça qu'on va essayer de cibler les sujets les plus prégnants à la matière. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va tenter d'y répondre. On va tenter d'y répondre aussi précisément et largement possible. Mais vraiment, interagissez. C'est l'objectif de ces webinaires qui se veulent un petit peu le miroir, je dirais, virtuel des petits déjeuners juridiques auxquels vous assistiez par le passé. J'espère que ça reviendra au cabinet. Voilà, l'idée est de aussi pouvoir interagir avec convivialité et réactivité. Alors, il est 14h03, on se donne encore 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Alors, il est 14h05, on va démarrer immédiatement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc le sujet, c'est le couple et l'argent. Sujet extrêmement large, en effet, mais orienté sur la question suivante, est-ce que l'argent reste le nerf de la guerre quand on divorce? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous
Donc, Maître Julia Rose, que vous connaissez, avocate au cabinet, droit de la famille, droit patrimonial, experte de ces sujets. Madame Marie-Noëlle Marville, que vous connaissez aussi, qui est médiatrice familiale. Et j'ai le plaisir d'accueillir au sein de notre collectif, on peut le nommer comme ça, pluridisciplinaire, une nouvelle intervenante en la personne de Anne-Lise Michel Gonzalez, qui est notaire à Levallois. Donc, si vous voulez bien, Anne-Lise, je vous donne la primeur avant que Maître Arros et Madame Marville se présentent ou se représentent pour celles qui ne la connaissent pas. Voilà, je vous remercie de vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, eh bien, je suis Maître Michel Gonzalez, notaire à Levallois-Perret. Je suis installée donc dans cette ville depuis 2 ans et demi dans le cadre d'une création d'études. Nous sommes une étude avec 2 associés et je m'occupe principalement du droit de la famille, dont le divorce, bien entendu, dont on va parler aujourd'hui. Et donc les clients viennent me voir soit avant le divorce, pendant ou après le divorce. Voilà. Et j'interviens principalement pour le partage des biens de leur régime matrimonial. Merci beaucoup, Maître Gonzalez. Donc, pour plus de convivialité, je vais me permettre de vous appeler Annie dans le cadre de ces webinaires. Julie, Maître Arros, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors là, on a la vision notariée de la problématique, la vision avocat. Bonjour à tous, donc moi je suis Maître Julia Ross, j'interviens au cabinet essentiellement en droit de la famille, donc aussi bien un petit peu comme dans l'aspect notarié, aussi bien avant l'introduction d'une procédure, pendant et après. Et on intervient aussi bien sur le plan amiable, qu'on essaye au maximum de privilégier, que sur le plan contentieux, quand malheureusement la situation fait que c'est notre seule option. Merci beaucoup, Julie. Enfin, Marie-Noëlle, médiatrice familiale. Bonjour à tous. Alors, moi aussi, un petit peu comme vous deux, j'interviens à tout moment, surtout dans les cas de séparation et de divorce, avant, pendant, après, parfois même longtemps après, parce que les problèmes de communication parfois persistent longtemps. Alors donc moi je suis médiatrice familiale depuis une dizaine d'années et j'ai ouvert un cabinet de médiation familiale en libéral dans le 10e arrondissement à Paris. Et là je reçois des personnes qui sont soit déjà dans des procédures judiciaires ou des personnes qui s'interrogent ou qui ont envie de trouver des solutions par eux-mêmes, quitte à les faire valider ensuite par la justice. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Alors, vous voyez, donc, intervenante exceptionnelle pour un sujet exceptionnel. Et précisément, mon idée était la suivante, c'était d'avoir vraiment les regards croisés de praticiennes en l'espèce sur ce sujet-là, parce que vous êtes toujours en front, je dirais. Votre rôle, c'est d'orienter au mieux les personnes que vous rencontrez. Et la première solution n'est pas forcément d'orienter vers l'avocat. C'est parfois, souvent, d'abord le notaire qu'on doit rencontrer, ou parfois, en premier lieu, plutôt essayer de poser son sac, je dirais, auprès d'un médiateur familial. Alors, j'aimerais vous diffuser une petite vidéo d'un psychologue que j'apprécie beaucoup par la teneur toujours très, très sage et très pertinent de ses propos, qui est Robert Neuburger. Vous avez peut-être l'habitude de lire dans le magazine Psychologie Magazine qui anime des entretiens. Et je voulais diffuser cette vidéo parce que je trouve qu'elle pose le sujet de manière extrêmement nette sur qu'est-ce que le couple et l'argent, notamment au moment du divorce. Donc, ça dure 3 minutes. Je vais la couper au milieu parce qu'elle dure 6 minutes. Mais vous allez voir le propos en termes introductifs, je pense, va être extrêmement intéressant pour permettre à nos intervenants d'interagir. Parler d'argent
dans un couple ou avec un couple Parler est peut-être d'argent l'interdit dans un couple le ou plus marqué, avec un c'est-à-dire c'est couple plus censuré est que peut-être des discours sur le sexe. l'interdit Aujourd'hui, le parler plus marqué, argent, c'est-à-dire c'est plus censuré manifestement, que des entraîne très discours sur le souvent sexe. Aujourd'hui, parler argent, des échanges qui peuvent être manifestement, dangereux. Donc, en tant que thérapeute de entraîne couple, très souvent on hésite souvent à aborder des ces échanges sujets qui et en peuvent même temps ils être sont dangereux. fondamentaux. Donc, en tant que thérapeute C'est-à-dire de que couple, l'argent, dans on les couples, il hésite faut bien souvent comprendre à que aborder c'est ces pas que sujets de et en même l'argent. temps ils sont fondamentaux. L'argent a des C'est-à-dire fonctions. que l'argent, Et dans les j'ai couples, pu il faut bien distinguer qu'il y a comprendre que trois c'est pas que fonctions de l'argent. distinctes. L'argent a des La fonctions. première, donc, Et c'est j'ai l'argent pu cadeau. Alors, distinguer d'ailleurs effectivement, trois fonctions dans distinctes. l'entreprise de séduction, La l'argent première, intervient d'une donc, certaine c'est l'argent façon, cadeau. Alors, effectivement, qui aujourd'hui dans est d'ailleurs l'entreprise discutée. de séduction, l'argent Habituellement, intervient d'une les femmes certaine attendaient façon, que le monsieur les invite au qui restaurant. aujourd'hui Maintenant, c'est un est peu plus d'ailleurs compliqué. discutée. Soit le Habituellement, partage, les soit femmes où il y a une attendaient que le alternance, monsieur les chacun invite au payant à son restaurant. tour. Maintenant, c'est un peu plus Mais il n'en compliqué. reste pas moins Soit que ils ça reste partagent, quand même soit un où il élément y a une important. alternance. Bon, alors, je suis désolée, il y a un petit problème de diffusion. Je réessaye, et si ça ne marche pas, tant pis. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Parler d'argent dans un couple ou avec un couple est peut-être l'interdit le plus marqué, c'est-à-dire c'est plus censuré que des discours sur le sexe. Aujourd'hui, parler argent, manifestement, entraîne très souvent des échanges qui peuvent être dangereux. Donc, en tant que thérapeute de couple, on hésite souvent à aborder ces sujets et en même temps, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que l'argent, dans les couples, il faut bien comprendre que c'est pas que de l'argent. L'argent a des fonctions. Et j'ai pu distinguer d'ailleurs trois fonctions distinctes. La première, donc, c'est l'argent cadeau. Alors, effectivement, dans l'entreprise de séduction, l'argent intervient d'une certaine façon, tout de suite vécu comme notre couple est en danger. Une troisième fonction de l'argent dans le couple, une fonction symbolique, c'est la question de la dette. La dette qui émerge lorsqu'il y a une séparation, et en particulier un divorce, où on voit très bien que l'argent, c'est pas seulement la somme qui compte, qui est donnée à celui qui a subi la séparation, mais c'est le symbole, c'est-à-dire, si je reçois cet argent, c'est qu'il y a reconnaissance d'un dol, c'est qu'il y a reconnaissance de quelque chose qui a pas été respecté, c'est-à-dire reconnaissance d'une dette. C'est-à-dire qu'on imagine que l'autre doit ressentir une dette pour qu'on puisse se sentir réparé. Et je pense que c'est un élément très très important pour pouvoir se sortir de situations de rupture qui sont toujours très douloureuses. Et je dirais même que les dysfonctionnements à tous ces niveaux-là, des trois fonctions de l'argent, apparaissent quand l'argent perd sa valeur symbolique, quand l'argent devient de l'argent. Et c'est vraiment à ce moment-là que les problèmes commencent. Ça peut être au niveau du cadeau, qui est vécu comme de l'argent que la personne investit. Ça peut être au niveau du don, où peut-être l'argent est refusé, et ça veut dire comme un refus d'engagement. Ça peut être au niveau de la dette, où l'autre peut ne pas avoir envie de reconnaître en quoi il est encore et projette vraiment la culpabilité sur sa compagne, sur son compagnon. Donc c'est un sujet qu'il convient d'aborder, qui est assez délicat d'ailleurs souvent à aborder à l'intérieur d'un couple. On voit que très très vite ça fige des positions, mais voire pour les thérapeutes, je pense que c'est aussi un sujet qui devrait être abordé, mais qu'on aborde vraiment avec beaucoup de circonspection.
Voilà, alors excusez-moi pour ces relatifs petits bugs, mais je trouvais cette introduction extrêmement intéressante parce qu'elle met en exergue l'argent qui est un instrument de valorisation. Le docteur Neuburger parlait de dons, parlait de cadeaux, et c'est aussi donc quand il arrive la dette, le divorce, la séparation, les comptes, c'est une source fréquente de tension dans les ménages, dans les couples. Et avec la sexualité, c'est bien l'un des sujets les plus épineux dans la vie d'un couple. Si on en parle trop, eh bien, il alimente les bruits et les conflits permanents. Si on n'en parle pas, il devient tabou. Au nom souvent de vieilles croyances qu'on entend souvent, d'ailleurs, je pense dans nos cabinets ou études respectifs, quand on aime, on ne compte pas, on préfère taire nos ressentiments plutôt que de paraître mesquin, sous prétexte d'une forme de pudeur. Et alors que effectivement, quand arrive la séparation ou le divorce, l'argent va perdre sa vision symbolique et va revenir vraiment à une notion absolument comptable. Alors, de quelle manière j'ai souhaité structurer ce webinaire? En 3 parties qui vont être extrêmement claires et qui, j'espère, vont vous aider à mener au mieux vos entretiens en fonction de la temporalité, je dirais, de la problématique qui vous est posée. La première partie, et je vais tout de suite laisser nos intervenantes s'exprimer, sera ce contexte suivant et qui, je pense, à vous, assistants sociaux, est un contexte auquel vous êtes la plupart du temps confrontés. C'est-à-dire des gens qui viennent vous voir, hommes ou femmes, et vous disent « je veux divorcer, mais je suis pas tout à fait sûre. Est-ce que c'est le bon moment? Je suis pas vraiment prêt ou prête à faire le pas. » Ça, en soi, même ce questionnement, aussi flou soit-il, mérite un positionnement. Et donc, je vais demander à nos 3 praticiennes d'exprimer leur positionnement quand des gens viennent leur voir pour leur dire « j'aimerais engager une procédure, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le moment. Que dois-je faire ?» Eh bien, effectivement, il y a des choses à faire dans ce périmètre temporel-là. Vous aurez en seconde partie de ce webinaire la partie, on va dire, amiable d'un couple qui souhaite divorcer, qui s'engage dans une procédure de divorce par consentement mutuel. Comment est-ce qu'on aborde les problématiques financières, patrimoniales, tout ce qui a trait à la pension alimentaire et la prestation compensatoire. Et enfin, dans une 3e partie, eh bien, quand l'argent reste le nerf de la guerre ou le nerf du problème et qu'on va vers un divorce contentieux, eh bien, quel est le rôle de l'avocat, quel est le rôle du notaire, comment est-ce qu'on peut éventuellement, en cours de procédure, rétropédaler pour essayer de dénouer les choses. Si les choses ne se dénouent pas, eh bien, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, voilà, je souhaitais faire comme une sorte de chronologie de l'intensité des crispations dans le couple et voir comment se situent donc les problématiques au niveau de l'argent dans ce cadre-là. Donc, on va démarrer tout de suite avec la première partie, quand les personnes viennent vous voir, émettent le souhait de divorcer, mais ne savent pas vraiment comment s'y prendre, comment aborde-t-on les choses. Je vais peut-être d'abord donner la parole à Marie-Noëlle Marville, qui reçoit peut-être beaucoup de gens à ce stade-là. Comment est-ce que vous abordez la question de l'argent à des gens qui se posent la question globale, est-ce qu'on divorce, est-ce qu'on ne divorce pas, ou quand est-ce qu'on divorce? Alors, effectivement, je rencontre régulièrement des personnes qui sont dans des périodes de crise, on va dire, et donc qui s'interrogent sur l'opportunité de se séparer ou pas. Ils viennent seuls ou à 2, ça dépend. Et la question financière est une question. Moi, j'ai pour principe, en tant que médiatrice, de laisser les gens apporter les sujets dont ils veulent parler, mais je suis quand même là pour leur permettre de les faire avancer dans leur réflexion. Et donc, la question de l'argent, s'ils ne l'abordent pas eux-mêmes, je les incite à y penser. De toute façon, dans la région parisienne particulièrement, la question de l'argent est souvent très vite abordée sur la question du logement, parce que quand il y a séparation, il faut trouver 2 logements et on connaît les difficultés à Paris pour se loger. Donc, très très fréquemment, de toute façon, cette question-là arrive par le logement. Ensuite, le point sur lequel je les alerte souvent, c'est un petit peu parce que souvent quand les gens s'entendent bien ou qui veulent que ça se passe doucement, très bien, la séparation, c'est que il faut pas trop fantasmer sur une séparation parfaite. Une séparation, c'est quand même toujours un peu compliqué.
Et donc, il faut les alerter sur le fait que c'est pas en mettant certains sujets de côté qu'on va réussir à résoudre les problèmes. Le déni n'a jamais rien résolu. Et donc, j'essaye au contraire de leur demander de s'exprimer sur la question de l'argent, mais d'une certaine façon, je leur en essayant d'aller sur le sens en fait qu'a l'argent, sur le sens de ce qu'ils mettent derrière, et puis aussi travailler sur les définitions des mots, par exemple. Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une contribution financière? Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une prestation compensatoire? Ce à quoi ils ont droit? Est-ce que quand il y a une résidence alternée, il y a on peut verser une contribution financière? Enfin, ce genre de choses, c'est plus des notions de droit. Mais je les incite à y réfléchir. Merci beaucoup Marie-Noëlle. Donc effectivement, je retiens et je viens de le mettre dans le chat que vous avez exprimé que la problématique autour de l'argent arrive souvent avec la problématique du logement, et je partage votre constat que souvent on voit arriver des couples quasiment main dans la main qui disent on veut divorcer, c'est pas tout à fait le moment, on sera d'accord. Surtout, et effectivement, parfois, ils sont un peu dans le déni et la problématique de l'argent elle est extrêmement vaste, donc il faut l'aborder, je dirais, à 360 degrés. Et je vous rejoins tout à fait dans le fait de travailler sur la définition des mots, parce que tout ce qui ressort des problématiques liées à l'argent, notamment quand on parle du langage notarié, je vais tout de suite vous donner la parole, Annelise, ou du langage juridique, et ce sera après le tour de Julie, de Maître Arros, eh bien c'est souvent extrêmement compliqué et on ne sait pas trop à quoi on a affaire, à qui on a affaire, et qu'est-ce que recouvrent toutes ces notions. Maître Gonzalez, quand des personnes viennent à votre étude et vous disent je veux divorcer, on ne sait pas trop, par quoi est-ce que vous commencez? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure où les gens viennent me voir en tout premier lieu avant même d'avoir rencontré des avocats. Auquel cas, je vais leur expliquer un petit peu les différents types de divorce. Bon, s'ils viennent à deux, déjà, c'est que c'est bon signe. C'est que, visiblement, ils voient que ça ne fonctionne plus, qu'ils vont devoir se séparer et qu'il va falloir envisager de rencontrer un avocat. Donc là, généralement, je leur conseille d'aller voir chacun un avocat parce que la situation ils vont aller vers plutôt un consentement mutuel. Et le but étant qu'ils abordent l'ensemble des problèmes, puisque avec moi, en fait, ils vont voir l'aspect financier et calcul, les calculs basiques. C'est-à-dire que ce que je commence par faire, c'est leur demander est-ce que vous avez un bien immobilier? Est-ce que vous l'avez fait évaluer? Est-ce que vous avez des comptes bancaires? Au vu de tout cela, je vais leur expliquer en fait quel est leur régime matrimonial, puisque nous avons des régimes matrimoniaux qui peuvent être différents. La plupart des gens sont mariés sous le régime de la communauté, mais ils peuvent avoir faire un contrat de mariage et être mariés sous le régime de la séparation de biens. Auquel cas, on ne va pas du tout aborder les choses de la même manière. Donc, je vais leur expliquer leur régime matrimonial, parce que certes, ils savent sous quel régime ils sont, mais ils ont souvent des difficultés à comprendre comment ça fonctionne. Je vais leur expliquer qu'il peut y avoir eu des flux financiers entre différents patrimoines et que c'est le moment d'en parler. Donc, ils vont me donner des chiffres, des faits, des travaux qui ont été faits, etc. Et au vu de tout ça, je leur dis, écoutez, je vais vous faire un calcul simple, déjà pour commencer. Savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'actif de votre communauté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire un appartement, une voiture, des comptes bancaires, qu'est-ce que vous avez au passif, comme un prêt immobilier. Et au vu de tout cela, je leur dis voilà, au vu de cela, chacun, vous avez des droits, un montant. Maintenant, vous avez chacun un panier et dans l'actif, il y a des choses que vous pouvez prendre et dans le passif, il y a des choses que vous pouvez payer. Au vu de cela et au vu de la situation familiale et surtout de la situation financière, les époux vont choisir de vendre ou de garder le bien en indivision ou de se le faire attribuer à un seul. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir combien ça va leur coûter. Globalement, en fait, c'est la question clé. C'est-à-dire, au vu du coût de l'opération, ils vont ou non prendre une décision. Donc, quand ils viennent nous voir,
c'est très important de pouvoir leur répondre assez rapidement parce que c'est la clé souvent. C'est le moment important pour eux pour prendre une décision par rapport au bien immobilier. Est-ce qu'on a les moyens ou pas, clairement, de garder ce bien? Soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Parce qu'effectivement, l'immobilier, surtout en région parisienne, effectivement, comme vous le disiez, le bien immobilier, se loger est la clé, en fait, pour pas être trop loin des enfants et des deux parents respectifs et d'avoir une vie familiale équilibrée et sans trop de tension. Merci beaucoup, Maître Gonzalez. C'était extrêmement clair. Alors, Julie, Maître Arros, eh bien, à vous le mot de la fin pour cette première partie. Quand des gens viennent vous voir, ne savent pas trop faire, est-ce que vous les orientez aussi, dans un premier temps, directement vers un notaire, avant même de rentrer dans le vif du sujet, ou est-ce que l'avocat a tout de même un rôle de conseil au préalable sur ces questions d'argent? Alors, effectivement, cette première partie qui est consacrée en fait à la période qui précède le divorce, donc soit à la période qui précède une convention de divorce par consentement mutuel, ou soit, excusez-moi, ou soit à la période qui précède une audience devant le juge aux affaires familiales, c'est une période qui est d'une grande complexité. D'une grande complexité, aussi bien sur l'aspect financier que sur les mesures relatives aux enfants, puisque c'est une période dans laquelle il n'y a pas réellement de règles. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de cadre et de règles, c'est très souvent source de tension. Il y a quand même toutefois une règle importante et légale qui est issue du Code civil, c'est la règle de la contribution aux charges du mariage. Le Code civil dispose que chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage à hauteur de ses facultés respectives. Cet article, il vaut jusqu'au divorce, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait un premier jugement qui soit rendu, que ce soit un divorce par consentement mutuel ou que ce soit l'ordonnance de non-conciliation dans la phase contentieuse. Cet article, pour nous, c'est un guide dans le sens où, de manière extrêmement récurrente, quand on vient nous voir, la première question qu'on nous pose, c'est est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux quitter le domicile familial? C'est la grande question. Les gens, très souvent, craignent ce fameux pseudo-délit d'abandon du domicile conjugal qui, en fait, est absolument pas ce qu'on pense. Et donc, c'est la première question, en tout cas, moi, de ce que je vois à travers les clients, c'est la première question qui apparaît. Est-ce que je peux partir? Et si oui, dans quelles conditions? Et dans quelles conditions, ça veut dire dans quelles conditions financières? Et donc là, la réponse, en fait, se situe dans cet article de la contribution aux charges du mariage. L'idée, c'est qu'il va y avoir autant de réponses qu'il va y avoir de couples, puisque tout va dépendre des revenus et salaires de chacun, et donc de leurs obligations et du prorata auquel ils vont devoir contribuer. Donc, pour vous donner un exemple, parce que c'est quand même beaucoup plus parlant quand on pose des schémas, si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, voilà, je suis propriétaire d'un bien immobilier qui constitue le domicile conjugal avec mon époux, on a un crédit de 1 000 € par mois, je veux partir, est-ce que je dois continuer à payer ce prêt? Alors, il est sûr que si cette personne me dit « en attendant, je vais être hébergée à titre gratuit par mes parents », il est sûr que je vais dire à cette personne, bien évidemment, vous avez toujours une obligation de contribuer aux charges du mariage, et d'autant plus que vous n'avez pas de charge, vous, du mariage, puisque notamment vous êtes logé à titre gratuit et mes co-intervenantes ont bien rappelé le fait qu'effectivement la question du logement constitue la charge principale. Et donc, je vais dire à cette personne, bien entendu, vous continuez de régler. Maintenant, si j'ai cette même personne qui me dit, pour me reloger, je vais devoir prendre un loyer et je n'ai rien trouvé à moins de 1 500 €, alors effectivement, je vais dire à cette personne, dans ce cas-là, les choses sont différentes, votre obligation de contribuer aux charges du mariage est différente et je vous recommande d'y contribuer à hauteur de 5, 10%, 20%. Voilà. Ça, c'est un petit peu le grand principe de contribution aux charges du mariage qui nous intéresse dans cette première partie. Maintenant, pour répondre à la question de Judith Buchinger, quand j'ai un couple qui vient me voir, enfin un couple, une personne, un époux ou l'épouse qui vient me voir, effectivement,
J'ai tendance, dans un premier temps, bien entendu, à leur apporter les conseils et les explications juridiques et les informer sur le déroulé de la procédure, sur les définitions juridiques, sur toutes ces choses-là. Mais j'ai une très forte tendance, effectivement, à diriger à la fois vers un médiateur, souvent en l'occurrence en la personne de Marie-Noël avec qui on travaille extrêmement bien, et aussi vers un notaire, effectivement, dans ces cas-là. Pourquoi ? La médiation, parce que c'est absolument essentiel d'essayer de voir si on peut parvenir à un consensus. Nous, en tout cas, au cabinet, après chacun fonctionne comme il l'entend, mais nous, c'est notre priorité de voir si on peut faire du litige qui nous est présenté un litige qui va finalement se voir apporter une solution amiable. Donc la médiation, c'est quelque chose que l'on préconise énormément puisque on essaye en tout cas d'épuiser les possibilités de parvenir à un accord. Vers le notaire, quand il y a un bien immobilier, Judith, oui, c'est la priorité aussi parce que tant qu'on n'a pas d'aperçu liquidatif, en fait, c'est le sujet principal, en tout cas de l'aspect patrimonial, parce que je ne vais pas rentrer dans le sujet des enfants aujourd'hui, c'est pas le débat et j'espère qu'on aura le loisir d'en parler. Mais l'aperçu liquidatif nous permet de se positionner sur qui va conserver le bien immobilier. Donc, on peut déjà avoir une image de quelles vont être les charges de chacun. Est-ce que voilà la question de la prestation compensatoire va être posée en fonction des chiffres qu'on va avoir par le notaire sur l'aspect liquidatif, puisque on va effectivement adapter. Si on voit que la soute est très importante dans le cadre des opérations de liquidation, on va avoir tendance à effectivement repenser de la prestation compensatoire. Donc l'aperçu liquidatif, il est pour moi essentiel. Donc c'est vraiment un partenariat entre avocat, médiateur et notaire qui finalement, à mon sens, se fait dès le premier rendez-vous, dès la première consultation, j'ai besoin d'avoir voilà, cet aperçu global. Merci beaucoup à vous trois. Donc, c'était un exposé extrêmement clair. Alors, on va passer à la deuxième option, qui est celle que vous, assistants sociaux, rencontrez, me semble-t-il, le plus souvent. À savoir que maintenant, les gens savent que à travers la nouvelle, mais qui n'est plus si nouvelle, procédure de divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat, le divorce par consentement mutuel aujourd'hui peut se faire entre avocats et se fait quasiment exclusivement entre avocats. Il y a une toute petite exception, c'est quand un enfant veut être entendu, mais c'est tout à fait, c'est rarissime et bon, c'est pas l'objet du webinaire de ce jour. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de gens sont au courant de ces nouvelles modalités, que chacun doit prendre un avocat et donc que le conseil de l'avocat est extrêmement important. J'aimerais rebondir, pour tout de suite d'ailleurs donner la parole à Marie-Noël, c'est que dans la plupart des cas, quand on a des personnes, des couples, alors la plupart, maintenant les gens savent qu'il vaut mieux, voilà, vu qu'il faut chacun son avocat, c'est souvent des personnes seules qui viennent nous voir, pas forcément en couple, ils viennent dans un esprit en disant, voilà, on s'est à peu près arrangé sur tout, on est d'accord sur l'alternance, on va se répartir le bien 50-50, il n'y aura pas de pension alimentaire et encore moins de prestations compensatoires. Bref, tout paraît, alors je ne dirais pas vision bisounours, mais tout de même, voilà, de manière extrêmement consensuelle. Et souvent, je pense que Julie Arros ira dans mon sens, c'est que nous, en tant que juristes, avocats, et les notaires, j'imagine aussi, s'obligent, et sont contraints, mais s'obligent à un devoir de conseil aussi large que possible. Et moi, il m'arrive souvent de dire aux personnes que je rencontre, ben, vous savez, ce serait quand même mieux de fixer une pension alimentaire, vous avez droit à une prestation compensatoire, eu égard aux années de vie commune, au temps que vous avez passé à ne pas travailler, quand il s'agit de femmes qui ont été mères au foyer pendant un certain temps. Et on voit que quand on aborde cette notion d'argent, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, c'est comme si les gens vous disaient « Ah non, 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 surtout, on ne va pas aborder ces questions-là, surtout pas de pension alimentaire, surtout pas de prestation compensatoire, je ne veux pas que ça mette de l'huile sur le feu. » Vous voyez ? Et on a, en quelque sorte, et je vous laisse tout de suite rebondir sur cette question, Marie-Noël, tendance à opposer le consentement mutuel avec le fait de poser véritablement un cadre à tout ce qui relève du financier. Est-ce que vous partagez
mon sentiment. Oui, je le partage, oui, dans le sens où effectivement, c'est souvent une erreur de penser que parce qu'on va parler d'argent, on va se disputer. Enfin, néanmoins, moi j'ai vu justement très récemment un couple pour une première séance de médiation où quand on a parlé des raisons de la séparation, le fait qu'ils étaient d'accord pour se séparer parce que vraiment ça n'allait plus, ils se sont excusés, ils se sont presque pardonnés certaines choses, c'était très intéressant. À la deuxième séance, on a abordé les questions financières et là, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus chaud. Mais pour répondre à votre question, bon, moi, j'ai pas l'obligation d'alerter les gens sur leur. Enfin, je suis pas juriste, donc je suis pas là pour leur dire faut penser à ci, faut penser à ça. Maintenant, je suis quand même là pour répondre à leurs questions s'il y en a. C'est vrai que c'est important de cadrer les choses à tout point de vue, et y compris sur la question de l'argent. Mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, parfois, je respecte le fait que pour des raisons qui nous échappent, qu'on entend parfois en médiation, mais qui sont plus de l'ordre de la dette et du don, eh bien, certains renoncent à certains droits parce que un homme ou une femme, mais bon, j'ai un peu des clichés en tête, excusez-moi, est parti de la maison et a trouvé une nouvelle compagne, et que par exemple, eh bien, il a envie de compenser cette culpabilité en versant plus que ce qu'il devrait, ou bien une femme à l'inverse ne va pas demander de contribution financière parce que c'est elle qui a décidé de mettre fin au mariage et que elle a suffisamment de revenus. Enfin, il y a des choses parfois qui relèvent quand même plus de la culpabilité, enfin pas que de la culpabilité, mais de ce que les gens ont envie de faire passer comme message au travers de l'argent. Le risque là, c'est que sur le coup, ils trouvent ça bien, et puis le risque, c'est que quelques années après, ils se disent mais finalement j'ai fait ça, mais j'aurais pas dû. Donc ça, c'est important quand même aussi d'être prudent sur les cadeaux entre guillemets qu'on peut se faire au moment de la séparation pour des raisons. Mais maintenant, ça peut exister. Il faut trouver le juste milieu. Et il y a qu'en parlant de tout ça et en évoquant ce que ça pourra peut-être produire après qu'on peut trouver la meilleure solution. Merci beaucoup, Marie-Noël. Alors, ça me fait penser, avant de passer la parole à Maître Gonzalez, à deux dossiers, dont un qui relève, on va dire, un peu de l'anecdote, mais qui était assez effarant. C'est que, à vous écouter, Marie-Noël, on sent bien que d'un côté, il y a effectivement les droits de la personne, et il y a beaucoup une notion de dignité. Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes, en tout cas des femmes, avoir gain de cause au niveau de leurs droits et ne pas avoir gain de cause au niveau de la dignité. Et ça, il me semble que cette question-là est pertinente à aborder, pas tant au sein d'un cabinet d'avocats ou d'une étude notariée, mais précisément dans le cadre du cabinet médiateur. J'ai eu un dossier comme ça où vraiment ma cliente, son mari avait une start-up qui avait très bien marché, il avait un patrimoine extrêmement important, elle avait été mère au foyer pendant quelques années, bien qu'ayant une formation, elle pouvait tout à fait travailler, elle était enseignante. Eh bien, son mari lui a cédé 70% de son patrimoine. Énorme, 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 énorme. La holding familiale, l'appartement à lui, etc. Et au moment de la signature de l'acte notarié au sein de l'étude, vous me direz, Maître Gonzalez, si vous avez déjà assisté à ce genre de scène, eh bien, il y a le mari qui était tellement content de divorcer, qui portait, comme vous disiez, Marie-Noël, une culpabilité telle au niveau du divorce, que sans nous prévenir, il a fait une sorte de selfie. Il nous a pris, nous, les conseils, son épouse, sa future ex-épouse, etc., en faisant une sorte de signe super. Et là, j'ai vu ma cliente qui allait recevoir plus d'1,8 million, je veux dire, qui était tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Elle est tombée en larmes, elle voulait quitter l'étude, elle ne voulait plus signer parce
parce que précisément, elle disait, voilà, tout l'argent qu'il va me donner, ça ne va pas remplacer un sentiment, on va dire, de sortir dignement de la relation. Juste sur ce sujet-là, est-ce que vous me rejoignez sur cette notion de dignité, Marie-Noël? Tout à fait. On peut aussi appeler ça la reconnaissance, en fait. C'est la reconnaissance de la souffrance. Et c'est vrai que l'argent, parfois, aide. Et parfois, comme le disait d'ailleurs dans la petite vidéo que vous avez passée, parfois, il faut pas acheter non plus les gens. Donc c'est toujours très très sensible. Il faut trouver le juste milieu, mais on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir. Merci beaucoup, Marie-Noël. Alors, le deuxième cas auquel je pensais, c'était aussi d'une dame qui est venue nous voir et voilà, qui souhaitait, en fait, c'était son mari qui est venu nous voir, ils avaient des biens immobiliers assez importants. Lui avait été ingénieur expatrié pendant de longues années, elle n'avait pas travaillé. C'est elle qui avait décidé de partir et elle refusait tout. Et elle avait décidé de quitter le 200 mètres carrés dans lequel il vivait dans le 17e arrondissement pour vivre dans la chambre de bonne de 9 mètres carrés qui était quelques étages au-dessus. Et elle refusait, et à la prestation compensatoire, toute contrepartie, je dirais. Et là, effectivement, c'était avant la réforme de 2017, et on lui a dit, écoutez, le juge aux affaires familiales va tiquer. On ne peut pas, eu égard au patrimoine, vous ne pouvez pas renoncer à tout. Pourquoi je vous ai raconté ces deux petites, ces histoires, ces dossiers, c'est des histoires qui sont nos dossiers au quotidien, c'est parce que c'est pour vous dire à quel point l'argent, c'est une notion éminemment fluctuante, on ne peut plus personnelle. Et là, on va rentrer donc dans la deuxième cas de figure qui est celui du divorce par consentement mutuel. C'est souvent quand on aborde les sujets notamment de pension alimentaire, de prestations compensatoires, on en arrive à des sortes de présupposés qui disent « Ah ben non, la pension alimentaire, ce ne sera pas autant parce que je ne veux pas non plus que mon épouse ou mon époux fasse du shopping avec. » Ou alors, ok, je suis d'accord de vendre le bien dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, mais on ne va quand même pas laisser un petit montant qui correspondrait, on va dire, à une sorte de prestation compensatoire parce que ce n'est pas l'idée, on va dire, du consentement mutuel. Maître Gonzalez, quand des personnes viennent vous voir pour liquider leur patrimoine, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, comment est-ce que vous faites pour introduire de manière aussi apaisée que possible le juste prix, je dirais, de la répartition du bien? Quelles sont les options que vous proposez aux gens, par exemple quand il s'agit de se répartir un bien? Est-ce que vous êtes à même d'évoquer la notion par exemple de prestation compensatoire? Comment est-ce que ça peut s'impacter sur le prix de la vente? Ou alors est-ce que vous sentez qu'il y a une grande crispation et que précisément parce qu'on est dans un consentement mutuel, il vaut mieux s'en tenir à ce que disent les parties, ne pas trop pousser, je dirais en quelque sorte son devoir de conseil pour les orienter sur telle ou telle option? Alors, lorsque nous avons abordé la liquidation du régime matrimonial et quand on a fait un projet chiffré, donc ils ont conscience de ce que va leur coûter déjà ce partage. Ça, c'est une première chose parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites un partage, quand vous le signez, il faut que les frais soient payés. Donc, ce n'est pas anodin parce que vous avez ce qu'on appelle un droit de partage. Donc, il y a évidemment les émoluments du notaire, ça c'est évident, mais il y a aussi le droit de partage. Le droit de partage qui est quand même à 2,5%. Alors, vous allez me dire, mais sur quoi il est calculé? Eh bien, si vous avez une maison ou un appartement qui vaut 200 000 € et puis qu'il n'y a pas d'autres prêts immobiliers, pas de dette, les 2,5% sont calculés sur le montant de la valeur. C'est 2,5% de 200 000 €. Donc, ça commence à chiffrer, surtout en région parisienne, puisque 200 000 €, c'est parfois un petit montant, effectivement, pour cette région. Donc, calculer ce 2,5% sur un appartement de 80 mètres carrés à Levallois-Perret, vous voyez, tout de suite, ça change la donne. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit les époux n'ont vraiment pas les fonds du tout, c'est-à-dire ils n'ont pas les moyens de divorcer, clairement, et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit ils vendent le bien, d'accord? Alors, la question, c'est est-ce qu'on le vend avant le divorce ou après le divorce?
Longtemps, on a conseillé aux époux de le vendre avant le divorce, de manière à ce qu'on ne puisse plus le retrouver en fait dans la liquidation du régime matrimonial. Alors attention, ça c'est un point très sensible et qui a donné lieu à pas mal de réponses ministérielles, dont une dernière au mois de septembre dernier. Il ne faut pas oublier que même si vous vendez le bien avant votre divorce, le prix de vente fait partie intégrante de l'actif de votre communauté. C'est-à-dire que certes, vous n'avez plus votre bien immobilier dans votre patrimoine commun, mais vous avez un prix de vente qui est bien présent et qui doit être dans l'actif de la communauté. Parce qu'avec ce nouveau en fait, divorce par consentement mutuel, l'obligation, c'est de tenir compte de tenir compte de l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que tous les calculs sont définitifs le jour où on signe cette liquidation de régime matrimonial. Donc attention à ça, que vous le vendiez avant ou après divorce, pour moi, ça n'a aucun impact ni sur les droits de partage, ni sur les émoluments du notaire, puisqu'on en tiendra compte dans tous les cas. Étant ici précisé que les droits de partage vont changer au 1er janvier, on sera à 1,80% au 1er janvier 2021 et ils diminueront à nouveau au 1er janvier 2022. Donc, attendez pour divorcer. En gros, c'est ce qu'on dit. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Mais on y est presque. Donc, pour ceux qui sont dans ce projet, si je puis appeler ça un projet, il vaut mieux un peu patienter si vous avez un patrimoine assez important, effectivement. Donc, une des solutions, c'est de vendre ce bien. La deuxième solution, c'est de garder ce bien en indivision. Pourquoi? Parce qu'il y a des époux qui viennent vous voir et qui vous disent, nous, on veut garder la maison jusqu'à ce que le dernier ait passé son bac. Voilà, clairement, c'est aussi basique que ça. Donc, ils vont garder la maison pendant 1 an et demi, 2 ans. Ils se mettent d'accord là-dessus et on va faire ce qu'on appelle une convention d'indivision. C'est-à-dire qu'on va faire une liquidation de votre régime matrimonial dans lequel on va expliquer que vous restez en indivision sur ce bien-là. Et on va prévoir, en fait, les conditions de cette indivision, parce qu'il faut bien prévoir ce qui va se passer sur les charges, qui paye quoi. Enfin, donc ça va être prévu dans l'acte de liquidation. Donc, du coup, ça diminue le coût de l'acte de liquidation, puisque les droits de partage dont je vous parlais ne s'appliquent pas sur ce bien qui reste en indivision. Et puis, il y a alors, ceci dit, faire ce genre de choses pour le vendre 1 mois plus tard, c'est pas une bonne idée. Fiscalement, le fisc peut vous dire non. Clairement, vous avez voulu vendre votre bien et vous l'avez gardé en indivision pendant 1 mois, le but étant de squeezer le fisc. D'accord? Et ça, c'est une très mauvaise idée qu'on ne peut absolument pas vous conseiller, bien entendu. La deuxième solution, c'est qu'un des époux a les moyens de garder le bien immobilier. Alors, vous avez un bien qui vaut 200 000 €. Vous avez un prêt immobilier de 80 000 €. Chacun des époux a le droit à 200 000 € moins 80 000 € égale 120 000 € divisé par 2. Donc, chacun des époux a le droit à 60 000 €. Avec ces 60 000 €, il y en a un qui prend l'appartement, 200 000 €, qui prend à sa charge exclusive le prêt de 80 000 € et qui va donner une soulte à son conjoint. C'est ce que souvent les gens appellent un rachat de soulte. D'accord? En réalité, c'est un partage et l'un garde le bien, le prêt et donne une soulte en contrepartie à son conjoint. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et dans ces cas-là, l'époux qui va garder le bien et qui va se voir attribuer le prêt va pouvoir en fait demander un prêt même, parce qu'on peut faire un prêt immobilier dans ce genre de situation de rachat de soult, parce que c'est souvent connu sous ce terme. Il y a des prêts immobiliers qui sont accordés dans ce cadre-là. Donc soit on refait un nouveau prêt immobilier pour celui qui garde le bien immobilier, soit il devient le seul débiteur. Et du coup, on désolidarise, c'est-à-dire qu'on enlève, on ajuste ce prêt pour le mettre exclusivement sur la tête de l'époux qui garde le bien immobilier, pour pouvoir
libérer l'époux qui ne garde plus ce bien et qui va prendre exclusivement la soulte. Ensuite, au niveau de la prestation compensatoire, puisque vous en parliez tout à l'heure, alors nous on en parle pour plusieurs raisons. D'une part, pour leur dire que voilà, cette prestation compensatoire s'applique à la fois pour les régimes de communauté, mais aussi pour les régimes de séparation de biens. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je parle déjà lors de la signature du contrat de mariage, pour éviter tout problème ultérieur, parce que certains époux pensent qu'en faisant un contrat de séparation de biens, on échappe à tout est réglé de suite. Non, on n'est pas à l'américaine, donc ça ne fonctionne pas de cette manière-là. La prestation compensatoire est là pour compenser une différence de niveau de vie. Donc, elle peut très bien exister en communauté ou en séparation de biens. Et cette prestation compensatoire peut prendre différentes formes. Alors, quand on est en divorce judiciaire, c'est-à-dire quand un juge intervient, normalement, cette prestation est un capital, exceptionnellement une rente viagère. Quand on a un divorce par consentement mutuel, vous avez beaucoup plus de liberté. Et cette somme d'argent que les époux vont décider sur les conseils de leurs avocats, bien entendu, puisque c'est les avocats qui calculent cette prestation, peut être attribuée donc un capital, c'est-à-dire une somme d'argent, mais aussi on peut attribuer un bien immobilier. C'est-à-dire que monsieur doit une somme d'argent à madame, il a un bien propre qui lui appartient, il peut très bien lui attribuer ce bien pour lui donner sa prestation compensatoire. Il y a néanmoins, et c'est là où nous on en parle parce que c'est important, il y a des incidences fiscales, puisque cette attribution d'un bien propre au profit d'un époux génère des droits de mutation à titre onéreux. Donc ça peut être un coût financier important. Et c'est la raison souvent par laquelle on le voit très rarement. Mais ça existe, donc on va en parler. Après, je leur laisse le soin de voir avec leurs avocats parce que je trouve que ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment votre domaine et vous allez mieux le gérer que nous. Mais c'est vrai, je voudrais juste finir là-dessus, c'est que souvent, ils arrivent, ils savent déjà s'il y a une prestation ou pas. Et on n'en parle pas. Ils ne veulent pas qu'on en parle, souvent. Et c'est souvent, je leur dis oui, vous allez forcément parler quand même avec votre avocat parce que parce que eux, ils ont aussi leur devoir de conseil. Donc c'est normal qu'ils vous en parlent, c'est normal qu'ils vous expliquent ce à quoi vous auriez le droit normalement. Mais c'est vrai que ça peut générer du conflit après, c'est vrai. Merci beaucoup, Maître Gonzalez. Donc c'est extrêmement clair. Vous retrouverez les 3 options qui ont été extrêmement bien déployé par Maître Gonzalez sur le sort du bien dans un PowerPoint qui est dans les fichiers et que vous pouvez télécharger. Je laisse tout de suite Maître Arros rebondir sur ce que vient de dire Maître Gonzalez en y apportant aussi une partie que seul l'avocat peut aider à conseiller au mieux. Excusez-moi, je me suis mal exprimée, mais un point sur lequel seul l'avocat peut ouvrir le champ, c'est celui de la pension alimentaire. Et la pension alimentaire, c'est souvent, voilà, comme je disais, aussi un point de crispation parce que souvent on méconnaît à quel point il s'agit véritablement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et non pas pour le bien-être de tel ou tel époux ou futur ex-époux qui les recevrait. Donc, Julie, comment est-ce que vous abordez toutes ces questions financières dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel? Est-ce que, comme le dit Maître Gonzalez, cette notion de prestation compensatoire, vous en parlez toujours quand il y a du patrimoine? Est-ce que au niveau des 3 options qui ont été déployées par Maître Gonzalez, vous offrez aussi votre conseil en orientant les gens au mieux ou vous laissez ça seulement au notaire? Donc voilà, cette question-là, c'est de la prestation compensatoire et du montant de la pension alimentaire. Oui, merci Judith. Alors effectivement, pour commencer, je rebondis sur ce que vous avez dit au début et que Marie-Noël a constaté aussi. Sur ces questions financières de prestations compensatoires et de pension alimentaire, alors on est un petit peu dans une sorte de dilemme.
Quand les gens viennent vous voir et qu'ils ont déjà trouvé leur accord, et que parfois vous avez le sentiment que l'accord ne reflète pas tellement la réalité juridique. D'un côté, vous n'avez pas envie de les braquer, et effectivement, s'ils sont dans la recherche de solutions et qu'ils sont parvenus à en trouver, c'est très bien. Mais de l'autre côté, et c'est la grande difficulté, c'est que le type de dossier où on a en fait un accord qui est inégalitaire, soit parce qu'on a une prestation compensatoire qui aurait pu être obtenue devant un juge, mais qu'on n'a pas sollicité de manière amiable, soit vous avez des cas de figure où la pension alimentaire est faible, alors que devant un juge d'affaires familiales, elle aurait été le double, voire le triple. Le problème de ces dossiers, c'est que c'est très bien, ça fonctionne, on signe, tout le monde est content, tout le monde a le sourire le jour de la signature. Mais c'est des dossiers qui reviennent chez vous 2-3 ans après, et je suis optimiste quand je dis 2-3 ans après. Et vous avez finalement, au lendemain du divorce, quand vous vous rendez compte que tout ça c'est fini, que vous parlez, et surtout que vous vous confrontez finalement à la difficulté de la vie, parce qu'un divorce finalement, du point de vue financier, c'est se retrouver avec des charges quasiment équivalentes, mais avec un seul revenu. Et c'est très difficile. Et donc, quand vous vous rendez compte de ça et que vous êtes confronté à la réalité, et ben là, vous regrettez. Et finalement, vous refaites un peu l'histoire et vous retournez voir votre avocat en disant, bah, finalement, ça ne me convient plus. Sauf que nous, avocats, pour ressaisir le juge d'affaires familiales, alors qu'on a un jugement, il nous faut ce qu'on appelle un élément nouveau. Et l'élément nouveau ne peut être constitué de, en fait, finalement, quand j'ai signé l'amiable, j'étais pas d'accord. Ça, c'est pas un élément nouveau. Un élément nouveau, c'est mes revenus ont changé, mes dettes ont augmenté, etc., etc. Donc moi, je tiens absolument à m'inscrire effectivement dans le processus d'apaisement qui est celui voulu par les époux au moment d'un divorce par consentement mutuel, mais je tiens aussi à ce qu'on parvienne, et d'ailleurs, on a une responsabilité en tant qu'avocat, un accord équilibré. Et je refuse que l'accord soit complètement alambiqué sous prétexte de l'amiable. Maintenant, les 2 points qui nous intéressent, puisque je ne vais pas revenir sur effectivement les 3 solutions pour liquider qui ont été déjà brillamment développées par Maître Gonzalez, et donc j'ai absolument rien à rajouter là-dessus. Effectivement, nous aussi, avocats, on les oriente en fonction de la configuration et du schéma familial sur l'une ou l'autre des voies qui ont été développées. Mais je vais davantage m'attarder sur la prestation compensatoire et la pension alimentaire. Alors, on va commencer par la contribution. Alors, ce qu'on appelle pension alimentaire, c'est-à-dire la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Alors, ça, c'est très simple. Dans ce type de calcul, j'allais dire, il y a finalement peu de place à l'affect. On est sur des calculs qui sont quand même pragmatiques. Et on va, alors vous avez les barèmes que sûrement vous connaissez toutes parce qu'en général on vous les envoie. Vous avez les barèmes du ministère de la Justice sur la question de la pension alimentaire. Alors évidemment c'est un barème qui est incomplet et qui n'est présent qu'à titre indicatif, mais pour synthétiser, on va prendre le revenu du débiteur de la pension alimentaire, donc celui qui va devoir payer la pension alimentaire. Le mode de résidence, c'est-à-dire si on est sur un droit de visite d'hébergement classique, si on est sur un droit de visite d'hébergement réduit ou si on est sur une résidence alternée. Et on va croiser finalement ces données et on va avoir un montant à titre indicatif. Alors évidemment, ce montant-là, il va aussi dépendre de la situation des enfants, parce que vous avez des enfants qui vont engendrer plus de dépenses que d'autres, notamment s'ils sont, grands sportifs, s'ils sont inscrits en établissement privé. Alors évidemment, les pensions alimentaires vont être différentes en fonction des besoins de l'enfant et aussi en fonction des ressources du parent créancier. Donc ça, les simulateurs, je vois que Mme Judith Buchinger, vous les avez mis dans le chat. Ces simulateurs sont bien parce qu'ils sont très franchement à peu de choses près ce qu'on va avoir dans un jugement ou dans un amiable. Mais voilà, il faut bien sûr tenir compte des revenus aussi du créancier, ce dont ne tient pas compte ces simulateurs, et également des charges du débiteur, puisque vous pouvez avoir 2 personnes qui gagnent la même chose, par exemple, je ne sais pas, 2 personnes qui gagnent 2 500 € par mois,
mais vous en avez un qui a eu la chance d'avoir un logement social et qui a un loyer de 300 euros, et vous en avez un autre qui est dans le privé et qui a un loyer de 1 500. Donc, bien entendu, toutes ces données vont se croiser. Les revenus du créancier, les revenus du débiteur, les charges du créancier, les charges du débiteur et les besoins de l'enfant. Et tout ça, effectivement, grâce au barème et grâce à la jurisprudence, on va arriver à conseiller les époux dans le cadre d'un amiable pour le montant de la pension alimentaire qu'on estime juste, plaider devant les juridictions un montant qu'on aura considéré comme honnête. Et très souvent, on obtient les montants que l'on sollicite parce qu'on sollicite tout simplement des montants honnêtes et qui s'entendent au regard de la situation. Et j'allais dire, de même dans la prestation compensatoire, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la prestation compensatoire, elle est là certes pour combler la disparité de train de vie que va créer le divorce, mais ce n'est pas le seul critère, et heureusement, parce que voilà, il y en a aussi d'autres. Il y a les formations de chacun, l'âge et l'état de santé des époux, et surtout, je veux dire, c'est le principal, les sacrifices. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices par l'un ou par l'autre, hein, parce que la prestation compensatoire n'est pas un droit exclusivement réservé à la femme, hein, elle peut aussi être réservée à l'homme. Et effectivement, ça va être, est-ce que la disparité que je constate aujourd'hui, madame, pour changer un petit peu, vous gagnez 8 000 euros par mois, monsieur, vous en gagnez 2 000, mais est-ce que cette disparité, elle existait avant? Ou est-ce que cette disparité, le divorce l'a créée parce que monsieur, vous avez pris un congé paternité et parental de 2 ans pour vous occuper des enfants et donc nécessairement, vous n'avez pas pu développer votre carrière comme vous auriez pu le faire. Et est-ce que c'est à cause de ça, à cause grâce peut-être, hein, ça dépend de quel point de vue on se place, que aujourd'hui il y a cette disparité que on va effectivement chercher à combler. Alors que ce soit à l'amiable ou que ce soit de manière contentieuse, parce que j'inclus un petit peu les deux, Judith, puisque je vois qu'on va être un peu juste pour développer sur la troisième partie, donc je me permets de synthétiser les deux. Et en fait, on va proposer à nos clients un montant de prestation compensatoire qui peut être effectivement en capital, en rente ou en compensation dans les termes de la liquidation, qui nous paraît adapté. Alors, les simulateurs qu'on a de calcul de la prestation compensatoire sont, à mon sens, très insuffisants et très incomplets, et ils sont beaucoup moins bien que ceux que vous avez pour les simulateurs de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Donc, pour calculer la prestation compensatoire, tout simplement, on fait appel à la jurisprudence, aussi aux tribunaux qu'on va rencontrer, puisque on sait qu'on a des tribunaux qui sont plus généreux que d'autres en termes de prestations compensatoires, et aussi finalement notre expérience. On a au cabinet Maître Roubin, que vous connaissez tous, qui a un très grand nombre d'années de barreau à son actif et qui a donc vu énormément de dossiers passer. Et donc effectivement, on commence à avoir une vision globale et à savoir quel est le montant de la prestation compensatoire allouée quand on a X années de mariage, tel âge, tel droit à la retraite, etc., etc. Donc, c'est vraiment un flux de différentes données qui vont se rencontrer, et c'est compliqué aujourd'hui de faire une synthèse parce que ça dépend vraiment de chaque dossier et de chaque critère dans les dossiers. Donc, voilà, pour les aspects patrimoniaux, j'allais dire, d'un divorce, c'est les principaux. Vous avez vu tout ce qui était liquidation grâce à l'intervention de Maître Gonzalez, et vous avez vu, j'espère grâce à mes quelques petits éclaircissements, ce qui était la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, et ce qu'est la notion de prestation compensatoire. Et finalement, ça va être ça les sujets qui vont nous opposer d'un point de vue patrimonial dans le cadre d'un divorce. Merci beaucoup, Julie. Alors, il est 15h04. Merci d'être encore là. Si vous voulez bien, vous nous laissez encore 3 petites minutes. Sur la partie contentieuse, je vous invite, si vous avez des questions, parce que là, vous n'en avez pas posé beaucoup, mais parce que je pense que vous avez été très attentifs aux explications qui étaient précises et techniques. Si Julie, vous voulez bien répondre à la question de Laura dans le chat. Simplement, très rapidement, sur l'aspect contentieux, Maître Gonzalez,
pour vous laisser avec Madame Marville le mot de la fin. Est-ce que les personnes qui sont dans un divorce contentieux peuvent désamorcer les conflits autour du patrimoine et de l'argent pendant la procédure de divorce contentieux? Et je rappelle extrêmement rapidement que la procédure de divorce contentieux, pour l'instant, vous aurez des éclaircissements lors du prochain webinaire donc de la semaine prochaine sur la réforme de la procédure civile, en quoi est-ce que ça va changer le divorce contentieux, mais pour l'instant, le divorce contentieux, c'est 2 audiences et ça peut être maximum 30 mois. Et quand la liquidation n'a pas été réglée dans le cadre du divorce contentieux, je veux dire amiablement entre les différents avocats, eh bien c'est transféré à ce qu'on appelle au juge de la liquidation. C'est pour ça que souvent on dit « Ah, mon divorce, il a duré 5 ans, il a duré 10 ans », parce qu'on a transféré tous les problèmes qui concernent la liquidation du régime matrimonial après le prononcé du divorce. Donc, question rapide, mais je pense que la réponse ne pourra pas être aussi rapide, Maître Gonzalez. Est-ce qu'on peut désamorcer tout ce qui concerne les conflits patrimoniaux dans le cadre d'un divorce contentieux? Alors, à tout moment, en fait, on peut désamorcer et on peut passer sur un divorce par consentement mutuel. Bien évidemment, avant le prononcé du divorce, là je parle, on peut être en instance de divorce, avant le divorce, là on peut faire intervenir le notaire. Alors à partir du moment où vous êtes dans le contentieux, nous on fait souvent appel à nous, mais c'est souvent le juge qui fait appel à nous. Voilà. Et là, on intervient en tant que mandataire judiciaire, en fait, comme expert éventuellement. Mais quoi qu'il arrive, alors après, là, c'est plus du côté procédural. Alors, je laisserai le mot de la fin, je pense, à notre avocate. Mais quoi qu'il arrive, on peut passer à l'amiable. Et de la même manière, d'ailleurs, on peut passer de l'amiable jusqu'au judiciaire à partir du moment où on n'a pas signé la convention. Donc, tant que la convention n'est pas signée définitivement, on peut passer en contentieux et on peut passer du contentieux à l'amiable, puisque c'est plutôt, généralement, c'est, je pense, dans ce sens-là que ça se passe et bien, et tant mieux. Donc, voilà pour ce qui est de l'intervention du notaire, qui est, voilà, plus à la demande du juge ou des avocats ou des parties, mais pour rédiger une liquidation dans le cadre de cette procédure. Merci, Maître Gonzalez. Alors, je vais laisser le mot de la fin à chacune de nos intervenantes. Maître Arros, pour rebondir sur ce que vient de dire Maître Gonzalez, sur la possibilité de passer d'un amiable à un contentieux, ou même parfois de passer du contentieux à un amiable, quand il y a une crispation ou alors qu'on décrispe les problèmes financiers ou patrimoniaux. Oui, il n'y a absolument aucun problème dans les deux sens d'ailleurs. Alors, on voit quand même, Judith, je pense que vous allez avoir le même constat que moi, on voit quand même plus de contentieux devenir amiable que l'inverse en général. Pourquoi? Parce que finalement, les gens se rendent compte et alors surtout quand il y a un bien immobilier, peut-être que vous me rejoindrez, Maître Gonzalez, parce que finalement, vos calculs notariés, ils sont pragmatiques. Ils laissent peu de place à l'interprétation. Donc, partant de ce constat-là, les gens comprennent souvent que rentrer dans des procédures contentieuses qui vont durer, on le sait, au bas mot 2 ans, au pire des cas 6 ans, voire 7 ans, surtout quand il y a un bien immobilier, finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt puisque on va finalement, au bout du compte, revenir à peu de choses près à ce qu'on leur aura proposé au début. Et donc, effectivement, très souvent, les gens prennent conscience de cela en cours de procédure. Alors, vous avez aussi effectivement le fait que parfois la séparation n'est pas forcément dans son aspect finance et patrimonial, la séparation dans son aspect psychologique est parfois difficile à accepter et donc ça peut prendre un certain temps. Donc, on a très souvent des passerelles du contentieux à l'amiable. C'est absolument possible et on en est ravi quand on y parvient. Et on en est ravi pour les clients parce que finalement, un divorce amiable, il n'y a aucune partie qui se sent lésée au bout du compte. Alors qu'un jugement, vous en avez toujours un qui est content, puis un autre qui ne l'est pas. Et finalement, dans l'après-divorce, dans les relations que vont être celles des ex-époux, ça va avoir un impact. C'est la première chose.
Maintenant, la passerelle d'un amiable au contentieux, elle est plus rare dans le sens où ce nouveau divorce amiable, on l'appelle toujours nouveau alors qu'il commence à avoir sa petite ancienneté, il a l'avantage d'être rapide. Quand on n'a pas de bien immobilier, on peut s'en sortir sur une procédure qui peut nous durer un mois et demi. Quand on a un bien immobilier, c'est un petit peu plus long, mais en moins de 6 mois, les gens peuvent aisément être divorcés. Et donc, effectivement, peut-être les gens réfléchissent moins pendant ce temps. Et alors, on a moins de cas où ça devient contentieux. Mais oui, tant qu'on n'a pas signé et que la convention de divorce par consentement mutuel n'a pas été déposée au rang des minutes du notaire, un des époux peut complètement se rétracter et déposer une requête en divorce auprès du tribunal. Et tout ce qu'on aura fait en amont, tous les projets de convention amiable et tous les échanges sont confidentiels et donc ne pourront pas être produits en justice. Voilà, donc les deux cas sont possibles, les passerelles sont possibles et on les encourage vivement. Voilà, Judith. Dernier petit mot, Julie. Alors, quel conseil vous donneriez aux assistants sociaux qui ont la gentillesse de nous accompagner encore pour ces petites minutes supplémentaires? Quel conseil vous leur donneriez quand ils reçoivent, et je vais vous poser la même question à toutes les trois, quand ils reçoivent des personnes qui veulent divorcer sur les aspects patrimoniaux, financiers? Quelles sont les premières questions ou chemins que doivent aborder les assistants sociaux sur ces questions-là pour aider au mieux les personnes qui viennent les voir? Je pense que la question qui leur est peut-être, si les intervenants qui nous écoutent veulent agir dans le chat, mais il me semble que la question prioritaire, et on l'a dit tout à l'heure, ça va être celle du logement. Il y a pas un conseil général dans le sens où chaque cas est différent et nécessite une analyse. La première chose à faire, c'est d'aller voir concomitamment ou dans n'importe quel ordre une de nos trois professions, notaire, avocat ou médiateur, puisque de toute façon, de facto, les dossiers sont obligatoirement redirigés, parce que finalement, comme il n'y a pas de premier conseil général, parce que c'est très aléatoire en fonction des différentes situations, je pense que le meilleur conseil serait d'indiquer aux personnes qu'il ne faut pas se précipiter. Alors souvent, les gens sont très pressés de divorcer. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, mais quand ils ont pris la décision, il faut que ce soit fait dans les jours qui suivent. Mais il ne faut pas se précipiter parce que c'est important de faire les choses correctement dès le début. C'est vraiment, j'allais dire, les fondations de la suite de la séparation. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux prendre attache en premier lieu avec un professionnel. Nous, on le fait en plus dans le cadre des consultations juridiques gratuites, donc j'allais dire ça, voilà, ça mange pas de pain si je peux me permettre, pour avoir les premières et pour ne pas faire les choses dans le désordre ou d'une mauvaise façon, parce que parfois on ne sait pas et on ne se rend pas vraiment compte. Donc voilà, pour moi le meilleur conseil, c'est vraiment la prise d'attache avec un professionnel. Voilà. Beaucoup, Julie. Alors, Claire Chasseguet nous dit à juste titre dans le chat, ben oui, évidemment, la question du logement, elle est prioritaire, mais aussi la question de l'argent, des dettes, évidemment, tout ça est toujours inclus. Et je rajouterai aussi une autre question, c'est souvent la crainte, mais là, malheureusement, le format du webinaire est trop court pour y donner des réponses, mais vous verrez, et j'espère que ça vous plaît, sur la page Lire, voir et entendre du cabinet, vous aurez une multitude de réponses à toutes vos questions sous différents formats. Souvent, une question qu'on nous pose, Julie, c'est de dire, écoutez, je me sépare, mais donc on reste toujours marié, donc toujours cette fameuse notion de contribution aux charges du mariage. Et si il ou elle fait un crédit à la conso pendant ce temps-là, en usurpant ma signature ou autre, eh ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis tenue ou pas? Donc, oui, tout à fait, Claire, effectivement, la question du logement, oui, mais c'est une question, on va dire, envisagée forcément de manière plus large, mais la question du logement est évidemment prioritaire. Alors, Maître Gonzalez. Oui, juste, Judith, si je peux me permettre, parce que je voudrais pas que Claire reparte sur sa fin de ce webinaire. De toute façon, les dettes qui ont été contractées, alors je parle surtout dans le régime de communauté, mais bon, il se trouve que c'est le régime quand même le plus adopté. De toute façon, il faut savoir que
sauf à se désolidariser de crédit à la consommation, ce qui est extrêmement fastidieux, de toute façon, les époux restent solidaires à l'égard des créanciers pour les dettes qui auraient été contractées pendant le mariage. Donc, nous, ce qu'on peut prévoir, c'est une répartition de dire, voilà, dans le cadre d'un amiable ou même dans le cadre d'un contentieux, on demande à ce que ça soit par exemple madame ou monsieur qui assume seul le crédit à la consommation. Mais il faut savoir que ça, ce n'est pas opposable au créancier et que donc de toute façon, le créancier, il pourra toujours se retourner contre l'un ou contre l'autre, en général le plus solvable, pour recouvrir sa dette. Donc la question des crédits, malheureusement, elle a pas beaucoup, enfin, pareil, elle laisse pas beaucoup de place à l'interprétation puisqu'il y a une solidarité de toute façon. Alors, ce qu'on peut prévoir effectivement dans les conventions de divorce à l'amiable par la prise en charge par l'un ou par l'autre, ça va donner finalement aux époux juste une action récursoire, c'est-à-dire que si on prévoit que par exemple c'est madame qui prend à sa charge le crédit Sofinco, si madame ne paye pas Sofinco et que Sofinco se retourne contre monsieur, monsieur ne peut pas dire à Sofinco, non, moi je suis pas concerné. Ce qu'il pourra faire en revanche, c'est faire une action contre madame pour dire madame s'était engagée à payer, elle ne l'a pas payé, donc je demande le remboursement de ce que j'aurais pu être saisi sur mes comptes bancaires. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est la limite de nos possibilités. Mais on ne peut pas désolidariser, c'est extrêmement difficile. Déjà pour les prêts immobiliers, c'est compliqué, mais alors pour les crédits consommation, c'est quasiment impossible. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus, Judith. Merci beaucoup, Julie. Alors, Annelise, Maître Gonzalez, si vous voulez bien rebondir là-dessus, sur cette question, alors c'est un peu général, mais si vous pouvez donner quelques axes, quels conseils vous donneriez aux assistants sociaux quand ils doivent orienter les personnes qui viennent les voir sur ces problèmes, sur ces enjeux financiers et patrimoniaux au moment du divorce? Alors, bon, évidemment, rencontrer un professionnel, ça c'est évident. L'une de nos trois professions, je pense, est indispensable pour au moins visualiser, si vous voulez, l'histoire familiale. Et là-dessus, je voudrais juste faire une petite parenthèse, c'est que si vous sentez qu'un divorce se passe mal et qu'il va être judiciaire, qu'il va être long, qu'il y a des problèmes de violence, etc., ce que vous pouvez rencontrer, il faut penser que tant que vous êtes mariés, vous héritez l'un de l'autre, s'il se passe quelque chose, en cas de décès. D'accord? Et que s'il y a une chose auquel il faut penser aussi, c'est de faire, par exemple, un testament pour empêcher que son futur ex-époux n'hérite pas d'elle ou de lui en cas de décès avant le divorce. D'accord? Donc, ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et puis, après, c'est en fonction de… Pardon, excusez-moi. Oui. Oui, alors excusez-moi, je suis désolée, j'ai mon rendez-vous qui est arrivé parce qu'on a dépassé pardonnez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Enfin, tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive, voilà, il faut rapidement voir un professionnel qui vous conseillera parce que chaque situation est différente et on ne peut pas vous donner une solution ici. C'est-à-dire qu'il y a une solution pour chaque famille. Voilà. Évidemment, il y a toujours quelque chose de global, mais il y a toujours une solution pour chaque famille. Et donc, il faut le voir au cas par cas. Voilà. Merci beaucoup, Maître Gonzalez, pour votre présence. Marie-Noël, je vous laisse le mot de la fin. Effectivement, c'est du cas par cas, hein, comme dit Maître Gonzalez. Beaucoup de questions, il y a l'argent, mais il y a aussi les questions de dignité. Il y a les questions de comment est-ce qu'on se projette après une séparation, un divorce, sur le plan financier, sur le plan psychologique, affectif, toutes ces notions-là qui s'entrechoquent. Vous, quel conseil vous donneriez aux assistants sociaux qui… Alors, je conseille aux assistants sociaux vraiment d'inciter les gens à favoriser la voie amiable parce qu'effectivement, c'est difficile pour les gens de l'entendre souvent au départ parce qu'ils sont dans leur colère, dans leur tristesse, ils veulent faire payer l'autre, ils sont souvent très désemparés et vraiment, c'est en se confrontant à ce qu'est la séparation et le divorce que
on se rend compte que la voie amiable est toujours la plus efficace finalement. Et effectivement, je pense que il faut pas hésiter à envoyer les gens consulter différents professionnels, y compris les psys d'ailleurs. Alors il y a les professionnels du droit, et puis il y a tout l'aspect psychologique de la séparation qui doit être aussi traité entre guillemets pour que les gens puissent être accompagnés, parce que c'est un processus, la séparation, et ça nécessite parfois d'être aidé sur le plan psychologique. Voilà. Bon, on sort un peu du sujet, mais… Ouais. Merci beaucoup Marie-Noëlle, parce qu'on voilà, comme le disait de manière extrêmement pertinente le docteur Neuburger dans la vidéo qui n'a pas très bien fonctionné, mais je pense que vous en avez entendu la substantifique moi, à savoir que l'argent, quand le couple va bien, eh ben c'est une notion tout à fait symbolique, belle, de partage, de dons, de cadeaux, etc., où on veut pas trop aborder les choses. Et quand le divorce survient, eh bien là, ben, l'argent, ça devient l'argent, quoi, en pur et dur. Et c'est là que nous, professionnels, eh bien, nous sommes là pour éclairer, conseiller au mieux. Je rajouterai quelque chose de très important que vous avez dit, Marie-Noëlle, au départ. C'est que les personnes qui viennent vous voir doivent savoir de quoi on parle. Maître Gonzalez l'a suffisamment dit, mais quand on parle de rachat de soult, il faut savoir ce que c'est. Quand on parle de convention d'indivision, il faut savoir ce que c'est. Quand on dit une pension alimentaire, il faut bien savoir avoir en tête que c'est l'entretien et l'éducation des enfants. C'est pas l'extrascolaire, c'est pas le shopping de madame, c'est pas la pension alimentaire n'est pas un moyen de contribuer à ce que l'autre paye le crédit de la maison. Non, non, non. Il faut être très très clair dans les définitions. Donc, si je puis me permettre pour rajouter ma petite note finale, c'est de dire que le premier travail à faire, me semble-t-il, pour vous assistants sociaux, c'est un travail didactique. Il faut expliquer de quoi on parle. C'est quoi le champ lexical juridique? C'est quoi le champ lexical notarié? Et dans le cas de la médiation familiale, vous verrez aussi dans le fichier, je vous ai mis des modèles de médiation familiale. Eh bien, à chaque profession, son langage et son intérêt et des perspectives pour aider les gens. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de nous être restés fidèles jusqu'au bout de ce webinaire. On a dépassé d'un quart d'heure, mais le sujet méritait. Je vous ai mis dans l'onglet les fichiers un bon de consultation juridique gratuite que vous pouvez imprimer, transmettre aux personnes que vous rencontrez. Comme vous le savez, voilà, on les orientera mieux, on les écoutera mieux dans une consultation tout à fait transparente et gratuite, et nous les orienterons vers les professionnels adaptés. Quand on n'a pas les réponses, un avocat, un juriste n'est pas multicasquette, on n'hésite pas à les orienter d'abord vers un notaire, d'abord vers un médiateur familial. Madame Marville a toute notre confiance. Maître Gonzalez ici présent, eh bien, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. En tout cas, merci de votre présence à toutes les trois. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité, et n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains webinaires, des thématiques éminemment intéressantes. Vous avez la semaine prochaine avec Maître Arros et Maître Rubin la réforme de la procédure civile, le divorce contentieux. Vous aurez la semaine d'après un webinaire tout à fait exceptionnel avec un spécialiste du domaine sur le harcèlement scolaire, un psychiatre qui a écrit un livre sur le harcèlement scolaire. Vous aurez après aussi toute la notion de zone grise du consentement. On en a beaucoup parlé, le viol conjugal, le consentement en matière pénale. Vous voyez, on va ouvrir un pan des violences conjugales et tant d'autres sujets. Donc, vraiment, venez à nos webinaires. On est ravis d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là. Et surtout, vous n'avez pas posé beaucoup de questions, mais si vous avez des questions, vous connaissez mon adresse mail, judith@buchinger-rubin.com. Vous m'envoyez les questions. Si je peux répondre avec plaisir. Si je ne peux pas, je relayerai aux différents professionnels dont vous aurez les adresses mail dans un sorte de mailing que je vous enverrai dès lundi, qui relaiera les informations les plus intéressantes qui ont été transmises lors de ce webinaire. Je m'arrête là, il est 15h24. Excellent après-midi. Merci à vous toutes. À très bientôt. Au revoir.